Alors, s'il vous plaît, bon après-midi. La Commission des institutions reprend ses travaux. Nous poursuivrons donc les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 14, loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la loi visant à aider et à retrouver des personnes disparues. Cet après-midi, on débute nos auditions avec les représentantes de la Ligue des droits et libertés que je salue. Alors, je vous invite d'abord à vous présenter et par la suite à débuter votre exposé. Encore une fois, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, mon nom est Laurence Guénette, je suis coordonnatrice à la Ligue des droits et libertés, et Linda Kellil, ma collègue, qui est responsable de la mobilisation à la Ligue également. Donc, merci de nous entendre aujourd'hui devant cette commission. La Ligue des droits et libertés travaille depuis 60 ans maintenant à promouvoir et défendre les droits humains au Québec. Elle a été active dans de nombreux mouvements pour la protection des droits humains, notamment dans l'élaboration et l'adoption de la Charte québécoise en 1975. Et la Ligue a fait aussi un travail très important et depuis de nombreuses décennies déjà sur les enjeux policiers et aussi sur les enjeux carcéraux, dont on reparlera brièvement aujourd'hui, à la lumière des droits humains. D'emblée, on tient à souligner que les délais qui sont extrêmement courts entre le moment où le projet de loi a été déposé et le moment où on a l'occasion de déposer notre mémoire et de nous exprimer n'est pas tout à fait propice à l'exercice démocratique auquel on essaie de se vouer aujourd'hui. Mais malgré tout, c'était très important pour la Ligue des droits et libertés de venir se prononcer sur le projet de loi 14 qui annonce, à notre avis, des reculs en matière de droits humains et un statu quo à certains endroits où des changements sont requis depuis longtemps déjà. Donc, les éléments centraux qu'on aborde dans notre mémoire, puis dont on va vous parler brièvement aujourd'hui, sont en lien direct avec les efforts que le gouvernement doit absolument déployer dans la lutte contre le racisme. Et ils sont aussi directement liés à la confiance que la population est susceptible de ressentir envers la police et envers les mécanismes de surveillance des pratiques policières. Donc, à la Ligue des droits et libertés, c'est sûr que les droits humains, c'est notre cadre d'analyse, mais ça devrait aussi être le cadre d'analyse du législateur, du gouvernement. Et nous ne tolérons plus qu'une fausse opposition soit invoquée entre les droits et libertés et le besoin d'assurer la sécurité publique d'autre part. Nous, quand on vous parle de droits humains et des changements qu'il faut apporter aux pratiques policières, on vous parle aussi de la sécurité des personnes et des communautés. Donc, après cette introduction générale, les quelques éléments centraux dont on va vous parler aujourd'hui sont liés d'abord aux changements législatifs qui sont nécessaires pour mettre fin au profilage racial et au profilage social. Ensuite, à quelques considérations en ce qui concerne le système de déontologie policière, au Bureau des enquêtes indépendantes et finalement, quelques mots sur le système correctionnel. Donc, je vais commencer... Excusez, je surveille un peu le temps. Voilà. Je vais commencer par... donc, la Ligue des droits et libertés est très active en ce qui a trait à la lutte contre le racisme et plus spécifiquement au profilage racial et au profilage social. Et donc, on y va depuis une perspective systémique. C'est-à-dire que pour nous, ça ne fait pas de sens de s'intéresser à ces questions-là comme si c'était des problèmes, des incidents individuels de discrimination, mais bien depuis une perspective systémique, ça suggère plutôt des interventions qui s'attaquent au système et donc à la source de certaines lois et certains règlements qui donnent lieu à des pratiques de profilage par les policiers. Dans cette optique-là, il y a deux choses dont on parle dans notre mémoire. Donc, d'une part, on demande que le gouvernement interdise les interceptions routières qui sont possibles en vertu du Code de sécurité routière, à l'article 636. On n'en parlera pas plus longuement aujourd'hui, mais je le mentionne pour bien distinguer les interceptions routières d'avec les interpellations policières au sens de street check, donc dans l'espace public auprès de piétons, par exemple. Et la Ligue des droits et libertés exige aussi que les interpellations policières, donc au sens de street check, soient interdites. Donc, non pas encadrées, mais bien interdites. D'abord parce que c'est une pratique policière qui est attentatoire aux droits humains. Elle est attentatoire aux droits humains de toute personne interpellée et non simplement de certaines interpellations qui seraient peut-être discriminatoires, comme le dit plutôt le ministre. Donc, ça porte atteinte au droit à la liberté, au droit à la vie privée et à l'anonymat, au droit à la protection contre les détentions arbitraires et au droit à l'égalité qui sont protégés dans nos chartes québécoises et canadiennes.
Donc, en plus d'être attentatoire aux droits de toute personne interpellée, on l'a déjà dit, est à la source de situations qui génèrent beaucoup de profilage racial et social. Donc, des personnes racisées, autochtones, noires, et aussi, on rappelle l'insécurité que ça génère chez ces personnes qui sont surinterpellées dans l'espace public. Et finalement, la Ligue des droits et libertés, riche de son analyse sur la question des interpellations, soutient qu'elles n'ont pas de fondement juridique. En fait, les interpellations se situent à l'extérieur des pouvoirs policiers qui sont octroyés en vertu de la loi et de la common law. Donc, on a lancé une campagne à la mi-février dernier, ainsi qu'une déclaration exigeant l'interdiction des interpellations policières. À ce jour, il y a près de 90 groupes qui exigent avec nous la fin des interpellations policières, dont des groupes, des associations de juristes, des cliniques juridiques, des groupes antiracistes, des organismes qui travaillent en itinérance, des groupes de défense de droits, des groupes de femmes, et j'en passe. Donc, qui exigent que les interpellations soient bel et bien interdites et non encadrées. Donc, il me semble que dans le cadre d'un État de droit, un État démocratique, c'est une demande plutôt légitime que d'exiger des policiers que pour faire leur travail, ils restent à l'intérieur des limites de leur pouvoir policier et également que le législateur fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le respect des droits humains. Je cède la parole à ma collègue Linda Kellil. Merci. Donc, je vais poursuivre sur 3 enjeux, la déontologie policière, le Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le système correctionnel. Peut-être que tu pourras me dire combien de temps. D'accord. Donc, je vais y aller assez brièvement. La Ligue des droits et libertés déplore que le projet de loi 14 prévoit de limiter le droit de porter plainte auprès du commissaire à la déontologie policière en créant un système à 2 vitesses, l'un de plainte et l'autre de signalement. Cela équivaut concrètement à retirer à de nombreuses personnes le droit de porter plainte et à amoindrir encore davantage les capacités de surveillance et de contrôle des citoyens et citoyennes sur les interventions policières et sur le commissaire à la déontologie lui-même. Actuellement, donc, toute personne peut porter plainte auprès du commissaire, mais si le projet de loi n'est pas modifié, ce que nous souhaitons ardemment, le projet de loi prévoirait donc que seules les personnes suivantes pourraient porter plainte, une personne présente lors d'un événement ayant fait l'objet d'une intervention policière et une personne à l'égard de qui la conduite d'un policier est susceptible de constituer un acte dérogatoire. Donc, concrètement, les membres de la famille d'une personne décédée lors d'une intervention policière, s'ils n'étaient pas présents sur les lieux de l'événement, ne pourraient pas porter plainte. L'ami d'une victime de brutalité policière ne pourrait plus porter plainte. Un citoyen ou une organisation préoccupée par les enjeux de brutalité policière et de violation de droits ne pourrait plus non plus porter plainte. Et tout en réduisant ce droit de porter plainte, le projet de loi propose de rediriger vers un nouveau régime de signalement toutes les personnes à qui ce droit donc est retiré. Et concrètement, l'effet que ça aura, c'est de retirer aux personnes qui deviendraient des signalants des droits de révision des décisions du commissaire qui sont fondamentales pour assurer le contrôle aussi et assurer des mécanismes là, de reddition de compte des actions ou des inactions du commissaire à la déontologie. Et la Ligue a constaté, dans le mémoire du commissaire auprès du comité consultatif sur la réalité policière, que le commissaire fondait en grande partie cette proposition de retirer à plusieurs personnes le droit de porter plainte sur un mythe qui est entretenu par les policiers à l'effet que les plaignantières, donc les personnes qui ne sont pas présentes lors d'une intervention policière et qui portent plainte, font des plaintes frivoles et sans fondement. Et donc, ce n'est pas le cas. Et dans le mémoire, on a pu étayer une étude de l'Université de Montréal, de chercheurs de l'Université de Montréal à cet égard. Et je vois que le temps file, donc brièvement, donc, ce que nous demandons, c'est le retrait des dispositions qui limitent le droit de porter plainte dans le projet de loi 14. En ce qui concerne le processus de conciliation, nous demandons également que le projet de loi 14 soit modifié afin que toute personne puisse... que le processus de conciliation soit volontaire pour toute personne qui porte plainte auprès du commissaire. En ce qui concerne le délai de prescription pour porter plainte, nous demandons que ce délai soit augmenté à un délai de 3 ans. Actuellement, il n'est que de 1 an. Et que, également, le délai en vertu de la loi sur les cités et villes, soit également augmenté à 3 ans. Actuellement, il n'est que de 6 mois. Vous comprendrez que le temps file, donc je vais y aller assez rapidement. En ce qui concerne le Bureau des enquêtes indépendantes, nous constatons que ce bureau n'est pas indépendant, transparent
et impartial, donc n'est pas indépendant du milieu policier, je le précise. Et nous déplorons que le projet de loi 14 ne contienne aucune réforme en profondeur de cet organisme d'enquête sur la police et qu'en fait, il perpétue en son sein des enquêtes de la police sur la police. Par ailleurs, nous avons également constaté que le projet de loi 14 ne répond pas aux constats accablants qui ont été mis en lumière en 2017 par Maître Michel Bouchard dans son rapport d'enquête administrative sur la division des affaires internes du SPVM, donc qui montrait de nombreuses problématiques là, d'allégations d'infractions à caractère criminel qui étaient mis de côté concernant un policier pour favoriser, par exemple, sa promotion. Donc, on considère que l'Assemblée nationale doit prendre au sérieux la problématique des enquêtes de la police sur la police et y mettre fin. Également, dans le projet de loi 14, oui, donc dans le projet de loi 14, peut-être que j'irai rapidement sur le système correctionnel. Nous faisons plusieurs... Écoutez, parce qu'on est tellement serré en dans termes de temps, on va y aller avec une période d'échange. Oui, alors, donc voilà, on pourrait échanger à ce sujet. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, bienvenue cet après-midi. J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer d'en laisser pour mes collègues qui aussi en ont. Ma première, vous venez juste de l'énumérer, là. Comment vous pouvez affirmer que, vous dites, là, spécifiquement en noir, caractère gras, le BEI n'est pas un bureau d'enquête indépendant du milieu policier, impartial et transparent? Oui. Sur quelle preuve vous affirmez ceci? Oui. Donc, en 2020, la Ligue des droits et libertés, avec la Coalition contre la répression et les abus policiers, ont publié un rapport, un premier rapport par la société civile sur les activités du BEI. Donc, je pense qu'il y a aussi des copies qui ont été distribuées. En ce qui concerne l'indépendance, le BEI actuellement permet à d'anciens policiers de travailler en son sein. Donc, on considère, et on évoque plusieurs autres raisons, qu'il n'est pas indépendant à cet égard. En ce qui concerne l'impartialité, également l'indépendance, dans le mémoire, on fait état d'une décision de la Cour supérieure récemment, de la famille de M. Corey Kevin Selick, qui a donc poursuivi le BEI en raison d'un communiqué qui faisait le bilan de l'enquête sur le décès de leur fils qui a eu lieu à leur domicile familial, et le communiqué éclipsait complètement la version des parents. Donc, c'est extrêmement rare qu'il y ait des témoins lors d'une intervention policière, là, des témoins proches de la victime, là, donc les parents étaient témoins de l'intervention et leur version a été éclipsée. Et ce que le juge dit, donc je vais juste vous référer à certains passages qui se trouvent à la page... Merci. Merci à la personne qui m'a référé. Donc, le juge est assez clair à l'effet qu'il n'en ressort aucune indépendance ni même impartialité dans les communications du BEI à l'égard du public quant à son bilan sur cette enquête. Également, en ce qui concerne la transparence, le BEI ne fait pas une action qui est faite par plusieurs autres organismes similaires au Canada, c'est-à-dire de publier un rapport détaillé, exhaustif, qui sera anonymisé évidemment également sur ces enquêtes indépendantes en vertu de l'article 289.1. Et on considère que c'est une mesure de transparence qui est nécessaire. À cet égard, Maître Fanny Lafontaine, l'observatrice indépendante, dont on relate également les propos dans le mémoire, a qualifié le BEI de cancre en matière de transparence au Canada en tant que bureau d'enquête sur des interventions policières. Monsieur le Président, ma deuxième question, avez-vous confiance au commissaire déontologie? En fait, ce qu'on soumet, ce que la Ligue des droits et libertés soumet, c'est de se positionner du point de vue des citoyens et citoyennes qui sont victimes, qui considèrent avoir été victimes de brutalité policière, de violation de droits par la police, qui veulent dénoncer une inconduite en vertu du Code. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance dans l'institution du commissaire à la déontologie policière, qui, en raison notamment par le fait que l'étape de la conciliation soit obligatoire actuellement. Également, les personnes qui n'ont pas confiance dans un mécanisme qui est censé surveiller les interventions policières, c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça aussi qu'on propose dans le mémoire qu'il y ait une consultation pour vraiment entendre qu'est-ce que les citoyens et citoyennes qui ont eu recours au commissaire ou qui n'y ont pas eu recours, qu'est-ce qu'elles pensent véritablement, et qu'une réforme de ce mécanisme soit ensuite menée à partir du point de vue des citoyens. Parce que ce mécanisme a quand même été créé pour répondre à des besoins citoyens.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, madame, de donner le choix aux plaignants d'avoir une conciliation ou non? C'est un ajout, ce qui est dans le projet de loi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui, pour vous? donc le projet de loi, donc j'ai dû aller assez rapidement tout à l'heure, mais merci de la question. Donc, le projet de loi propose que les personnes qui portent plainte concernant une intervention policière pour un motif de discrimination aient le choix de la conciliation. Et nous, ce qu'on soumet, c'est que le législateur devrait aller au bout de cette logique et faire en sorte que la conciliation soit volontaire pour toute personne qui porte plainte. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'accompagner ces personnes qui ne l'étaient pas avant face aux policiers sur qui on a porté plainte? Encore là, on ne pourrait pas être en désaccord, mais évidemment, ça va dépendre un peu des besoins des personnes qui portent plainte. Et en fait, ce qu'on constate, c'est simplement que ce n'est pas des mesures qui viennent renforcer durablement, de manière ferme, ce mécanisme. Donc, c'est sûr que également, on a constaté dans le projet de loi une disposition qui donne au commissaire le pouvoir de déclencher une enquête de sa propre initiative. C'est également une bonne mesure. Mais en ce moment, le fait de changer le régime de plainte et de créer un régime de signalement, c'est vraiment un extrêmement grave recul. Et la conciliation, comme vous l'avez dit, la conciliation devrait être... parce qu'il y a des personnes qui ne portent pas plainte parce que la conciliation est obligatoire. Donc, vous dites qu'il faut mettre fin aux interpellations. Puis je vous donne l'exemple ce matin de M. Francoeur de la Fraternité des policiers qui disait « Est-ce que la population veut voir une police qui n'intervient pas, qui n'interpelle pas sur une personne X qui est dans un stationnement à 3 heures du matin avec un sac à dos qui se promène entre les véhicules et qu'on ne va pas lui demander qu'est-ce qu'il fait à 3 heures du matin dans un stationnement? » Pour vous, ça devrait être interdit au Québec. Ce qu'on souligne à travers notre analyse, premièrement, c'est que les interpellations ne font pas partie des pouvoirs policiers qui sont prévus par la loi puis par la common law. Ce qu'on soutient, c'est que les autres pouvoirs policiers qui, eux, existent, sont légaux et doivent être pratiqués dans le respect des droits humains, évidemment, mais que ces pouvoirs qui existent sont suffisants pour permettre aux policiers de faire leur travail. Après ça, il y a toute une série de critères pour qu'un policier puisse entrer en interaction avec une personne. Ça prend des critères spécifiques, là. Donc, le fardeau là, de démontrer que les interpellations en tant que pratiques, qui n'ont pas de fondement juridique, mais qui sont effectuées par les policiers sur le terrain, le fardeau de démontrer que c'est une pratique nécessaire à faire leur travail, à assurer la sécurité publique, le fardeau appartient aux policiers. Si vous permettez, à ce sujet, donc les interpellations policières, il y a beaucoup de confusion aussi dans le débat public sur ce qu'est une interpellation policière. Donc, peut-être, si vous permettez, prendre quelques instants pour le clarifier. Une interpellation, puis on réfère à la page 4 de notre mémoire, un encadré, et également à la brochure 10 questions-réponses qu'on a publiée en février dernier à la Ligue des droits et libertés. Je ne sais pas si j'ai le droit de la montrer à la caméra. Okay. Donc, pour démystifier un peu là, la confusion autour de cette pratique. Donc, une interpellation, essentiellement, c'est quand un policier fait une tentative. Donc, c'est vraiment le mot tentative est important, d'obtenir l'identité d'une personne ou des informations en lui posant des questions, alors qu'on est dans un contexte où la personne interpellée n'a aucune obligation de s'identifier ou de répondre aux questions. Également, l'information qui est recueillie peut être ensuite enregistrée dans une base de données à des fins de renseignement. Donc, on parle ici aussi, c'est une dimension qui est peu abordée dans le débat public, mais d'une collecte d'informations qui est abusive. Donc, également, une interpellation, c'est pas une arrestation, c'est pas une détention. Donc, c'est à l'extérieur de la sphère de ces deux pouvoirs policiers. C'est pas non plus une détention aux fins d'enquête qui est basée sur une norme juridique du soupçon raisonnable. Et c'est pas non plus une enquête policière. Donc, c'est à l'extérieur de toutes ces dimensions du travail policier. Et ce qui est important également de comprendre, c'est la dynamique d'interaction entre une personne interpellée et un policier qui fait une interpellation. Quand on parle du phénomène de surinterpellation des personnes racisées, des personnes autochtones et des personnes en situation de marginalité, dans cette interaction, la personne n'est pas en mesure d'exercer ses droits et de réellement informer, de quitter les lieux, de faire valoir son droit de ne pas répondre aux questions du policier. Et ce qu'on veut aussi mettre en lumière, c'est que l'encadrement actuellement qui est proposé par le ministère et par le service de police de la Ville de Montréal est un encadrement qui n'oblige même pas les policiers à informer la personne interpellée qu'elle n'est pas tenue
de répondre et qu'elle peut quitter les lieux. Et ça mène à des situations, on réfère également à ces situations dans le mémoire. Le commissaire à la déontologie policière a mis en ligne une page web qui montre que les policiers, quand une personne va exprimer ses droits, la personne interpellée, on va prendre un jeune homme racisé, fait valoir ses droits et dit qu'elle va quitter, ça peut escalader. Donc, c'est des situations qui ont été documentées. Le policier peut mal réagir et ensuite, la personne interpellée se retrouve dans une situation où elle se ramasse avec un constat d'infraction, une accusation criminelle. Donc, ça crée une escalade. Et donc, ça, c'est extrêmement problématique. Et plus fondamentalement, également, en fait, dans la lignée, c'est que, en vertu de la common law, il y a donc un avis juridique qui a été indépendant par un ancien juge de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse qui a été rendu public en 2019 qui concluait que les policiers n'ont pas le pouvoir de common law. Et on constate souvent, quand la question est posée, comme cet avant-midi, à des corps de police ou à des syndicats policiers, qu'est-ce qu'une interpellation? On a l'impression que des fois, la réponse élude un peu la question de vraiment, ça se situe où dans la sphère des pouvoirs policiers, une interpellation? Donc, c'est un peu pour cette raison que la Ligue et 85 organisations, nous exigeons l'interdiction de cette pratique, tout comme en Nouvelle-Écosse. Et c'est la seule mesure qui prenne au sérieux l'enjeu des droits et libertés. Merci. Je suis un petit peu préoccupé. J'ai été policier de notre vie. Puis, l'exemple que M. le ministre disait tantôt, que M. Francaire a dit ce matin, là, c'est déjà arrivé là, que je travaillais de nuit. Là. Puis qu'à un moment donné, qu'il y avait des secteurs donnés où il y avait des problématiques de sécurité publique, que ce soit des introductions par infraction, que ce soit des voies de fait simples dans un secteur donné. Mais c'est drôle, mais quand j'arrivais, puis j'étais avec un partner, puis il y avait quelqu'un qui traînait là. Si je ne vais pas voir c'est qui, c'est quoi qu'il fait là à cette heure-ci, je ne fais pas ma job. Là. Je ne fais pas ma job. C'est une question de sécurité publique. Fait que, je comprends qu'il y en a peut-être qu'à un certain point, qui ambitionne peut-être une interpellation, mais il y a un minimum là, à rencontrer. Puis l'exemple que je vous donne, bien, c'est l'expérience professionnelle que j'ai. Si je ne vais pas vérifier, voir c'est qui, c'est quoi, puis ce qu'il fait là à cette heure-là, à savoir c'est quoi qui se passe, face à des problématiques qui sont vraiment spécifiques dans ce secteur-là, je ne fais pas ma job. Peut-être la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que dans l'exemple qui est donné, parce qu'évidemment, c'est un peu difficile de répondre à partir d'un exemple où on n'a pas tous les éléments du contexte, là, donc est-ce qu'il y a un soupçon raisonnable qui incite le policier? Donc, qu'est-ce qui motive le policier à... Parce que si on est sérieux aussi dans les enjeux de droits et libertés et de lutte au profilage, bien, il faut adresser de manière directe cette question des interpellations et donc ramener les interventions policières dans leur sphère, dans la sphère des pouvoirs qui sont quand même conférés par la loi, par les tribunaux. Puis la problématique, en même temps, on a déjà eu comme réponse par le SPVM, d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, que bien, les policiers peuvent aller parler à toute personne dans l'espace public, évidemment. Mais la question ensuite, c'est quel est le rapport qui se produit avec la personne, surtout quand, dans l'encadrement actuel, on n'informe pas la personne qu'elle n'est pas obligée de répondre puis qu'elle peut quitter les lieux. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, si je pose la question, vous faites quoi ici? Là? Comme j'ai déjà fait, je parle par expérience, ça ne va pas plus mettre qu'un autre ici, là. Mais c'était mon métier. Si je ne pose pas la question, je ne fais pas ma job. Si je ne vérifie pas c'est qui cette personne-là, faire en sorte qu'elle peut être le danger, justement, qui insécurise le milieu où je travaille, je ne fais pas ma job. Là. Je veux dire, je ne peux pas arriver avec un bouquin et dire « check, ça je peux-tu aider, ça je peux-tu pas aider ». C'est une question de jugement. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a le même jugement, puis souvent ça cause des problèmes. Mais au bout de la ligne, je pense qu'il y a un minimum que le policier a le droit de travailler en fonction des problématiques, ce qui se passe dans le milieu, à 3h moins quart le matin, en plus, dans des heures spécifiques, parce qu'on a un problème. C'est juste de demander, je comprends qu'à un moment donné, c'était là, puis là, on veut ramener ça là, mais il y a juste un milieu, à un moment donné, qu'il faut s'ajuster là-dessus. Là. Ça prend une ouverture, une compréhension, puis pas penser que tout le monde, c'est des pas bons. Je m'excuse, mais c'est pas tout le monde. C'est dans n'importe quel métier. Il y en a des bons, il y en a des très bons. Les meilleurs sont retraités, mais ce que je veux dire au bout de la ligne, c'est qu'il y a un jugement qu'il faut faire confiance aux policiers là-dedans, puis il y a une ouverture que vous devriez avoir face à ça.
Peut-être préciser qu'on n'aborde pas la question du point de vue du policier, mais plutôt de l'institution et de la question des pouvoirs policiers. Donc, on a des lois qui encadrent le travail policier, on a des décisions de tribunaux, la common law, qui encadrent. Et donc, en vertu du test, comme je vous parlais, de l'avis juridique en Nouvelle-Écosse, l'enjeu de la sécurité est important. Donc, dans le test de common law, la doctrine des pouvoirs accessoires, on fait la balance entre les violations de droits d'une pratique policière et sa nécessité pour la sécurité publique. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette pratique porte atteinte aux droits, est source de profilage. C'est avéré, c'est documenté, ça se perpétue avec le temps. La nécessité en regard de la sécurité publique, elle n'est pas démontrée. Donc, nous, ce qu'on soumet, c'est que... Mais il faut prendre acte quand le gouvernement dit vouloir lutter contre le profilage racial et social. Nous, de manière très claire, l'encadrement qui est actuellement proposé ne permet absolument pas de lutter contre le profilage racial et social. L'encadrement des interpellations, j'entends bien. Merci beaucoup. Il reste très peu de temps. Madame la députée de Laval-des-Rapides, 1 minute 50 secondes, questions et réponses. Merci, M. le Président. Bonjour, merci, Président. Croyez-vous qu'il soit important de moderniser la mission des corps de police? Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus, rapidement, en quelques secondes? Donc, on a pris connaissance rapidement des dispositions, mais avec le cours délai, on ne sera pas en mesure de commenter plus amplement aujourd'hui en ce moment. OK. Merci. Monsieur le député d'Acadie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames Khalil et Guénette. Merci pour votre témoignage et votre mémoire. Évidemment, dans votre mémoire, vous parlez beaucoup d'interpellation, de profilage racial. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que, avant d'être député, j'ai eu le privilège d'enseigner le droit criminel pendant 26 ans aux universités d'Ottawa et de Montréal, donc la charte, les pouvoirs policiers, etc. Donc, c'est vraiment bien fait et vous en parlez beaucoup. Puis je me demandais, parce qu'on voit, là, puis on le voit avec les échanges, que c'est un sujet qui est important pour vous. Et je me demandais si, en rédigeant votre mémoire, où vous souhaitez que l'interpellation soit interdite, vous étiez inspiré d'un document du gouvernement du Québec de décembre 2020 qui s'appelle « Le racisme au Québec, tolérance zéro ». C'est le rapport du groupe d'action contre le racisme et c'est signé par plusieurs parlementaires, dont le ministre délégué à la Santé aux services sociaux, le député d'Ongava, etc., etc. Et la première recommandation de ce document-là, c'est de rendre obligatoire l'interdiction des interpellations policières aléatoires. Et je me demandais si vous aviez basé vos travaux et votre mémoire sur ce document du gouvernement du Québec qui veut interdire, en fait, les interpellations aléatoires. Oui, en fait, nos travaux ont été basés sur une longue période de recherche, documentation, à la fois au Québec, partout au Canada. Ça a été grandement basé sur l'encadrement qui est proposé par le ministère, la pratique policière 2.1.7 et la politique du SPVM dont on a pris connaissance, ainsi que le document dont vous parlez du GARC. À ce sujet, on tient à préciser que la recommandation du GARC est d'interdire les interpellations policières aléatoires. Donc, c'est un peu comme si les interpellations, pour faire le plus simple, là, étaient dans une boîte. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est l'ensemble de la boîte qui doit être interdite. Et là, la proposition, à notre sens, elle éludait fondamentalement l'enjeu des violations de droits et du profilage et du fondement juridique en voulant extraire certaines des interpellations. Donc, mais oui, on a pris connaissance de tous ces documents et à cet égard, si je peux rapidement me permettre, l'encadrement proposé par le ministère est assez évocateur. Là, le mot « tentative », c'est pas nous qui l'inventons, c'est dans l'encadrement du ministère. Et quand on voit ce qui rentre dans le registre d'une interpellation et ce qui n'y est pas, ce sont tous les pouvoirs policiers qui se retrouvent à l'extérieur du contexte d'une interpellation. Donc, c'est assez évocateur là, quand on lit même la politique d'encadrement du ministère lui-même. Et je regardais dans votre mémoire, au niveau des interpellations, que les femmes autochtones ont 11 fois plus de risques d'être interpellées que les femmes blanches. Je pense que c'est à la page 5 de votre mémoire. Maintenant,
J'ai une question pour vous, parce que je comprends ce document-là du gouvernement qui semblait vouloir l'interdire. Je regarde maintenant le projet de loi qui semble l'encadrer d'une certaine façon, mais donc le permettre. Puis j'aimerais avoir votre éclairage. Si je vous disais tantôt que j'ai enseigné, je disais tout le temps à mes étudiants, vous savez, si vous marchez sur la rue, là, vous avez le droit absolu de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de parler. Mais par ailleurs, le travail de la police, c'est aussi de poser des questions. Donc, soyez pas surpris des fois si un policier vous pose des questions. Alors, avez-vous des suggestions pour le législateur? Parce qu'évidemment, un des avantages d'être en commission parlementaire, c'est que pour l'opposition, à tout le moins, ça permet de faire des suggestions, puis souvent de bonifier le travail du gouvernement. Avez-vous une réflexion là-dessus? Avez-vous des suggestions à faire pour comment, si ce n'est pas interdit, on pourrait l'encadrer davantage pour éviter, évidemment, qu'il y ait un profilage racial? Avez-vous réfléchi à ça? Bien, peut-être un élément qu'on a soulevé, c'est l'expression, tu me corrigeras ou pas tu me corrigeras, mais tu renchériras si tu veux, mais cette expression d'interdire les interpellations discriminatoires, pour nous, c'est vraiment de la poudre aux yeux, là, en ce sens où les discriminations, les traitements discriminatoires, toute personne est déjà protégée contre ça par nos chartes. Donc, si vraiment on veut agir pour mettre fin au profilage, ou en tout cas, au moins à une pratique qui est très, très génératrice de profilage, c'est les interpellations, point, qu'il convient d'interdire. Et donc, on est vraiment en faveur d'une interdiction complète. J'entendais tout à l'heure monsieur l'ancien policier nous dire, si je ne peux pas interpeller une personne, je ne fais pas ma job. Ce qu'on est en train d'entendre, c'est que les policiers ne seront pas capables de faire leur job en respectant les limites des pouvoirs policiers qui leur sont conférés dans la loi. Donc, ça, c'est problématique. Et en respectant les droits et libertés. Donc, c'est un peu le message qu'on entend et qu'on considère être vraiment extrêmement problématique. Puis, ce qu'on propose aussi dans le mémoire, donc on a constaté, le projet de loi 14 propose d'émettre une ligne directrice donc, sur les interpellations. Ça pourrait être un moyen tout indiqué pour interdire la pratique, mais en ce sens où il y aurait une consultation publique. Donc, évidemment, quand on parle d'interdire l'interpellation, c'est pas une ligne. On interdit qu'est-ce qu'une interpellation. Et quand on est dans cette zone un peu floue qui se situe à l'extérieur des pouvoirs policiers reconnus, le texte ne peut pas se tenir en une ligne. En Nouvelle-Écosse, par exemple, c'est 3 pages, la directive du ministre de la Justice qui interdit les interpellations. Donc, et c'est ce à quoi on appelle les parlementaires, donc d'interdire dans la loi la pratique. Ça peut être via une ligne directrice et qu'il y ait une consultation publique là, sur le texte et les modalités ensuite, parce qu'il ne suffit pas d'interdire l'interpellation sur papier, mais comment sur le terrain on s'en assure, parce qu'on rappellera que c'est une collecte d'informations, une collecte de données de renseignements personnels qui est abusive. Les informations se retrouvent dans une banque de données à des fins de renseignement policier. Donc, dans cette optique d'une consultation, pour répondre à votre question, M. Oui. Morin, qui permettrait d'entendre les communautés racisées, marginalisées qui subissent le profilage, donc de tenir compte de ce que vivent ces personnes-là sur interpellées, nous paraît être vraiment au cœur de la recherche d'une solution adéquate. Puis, est-ce qu'une directive est suffisante ou si ce ne serait pas mieux d'y aller par un texte réglementaire? Avez-vous songé à ça pour encadrer? On pense que l'important est d'avoir un moyen qui va assurer la pérennité de cette interdiction. Donc, on a constaté la proposition d'une ligne directrice. Nous, ce qu'on dit, c'est que la ligne directrice qui vise à encadrer l'interpellation ne répond absolument pas à la problématique. Donc, est-ce que c'est une ligne directrice, un texte réglementaire ou un autre moyen? Ça, c'est aux parlementaires de déterminer le meilleur moyen. D'accord. Vous parlez aussi dans votre mémoire de la réforme du Bureau des enquêtes indépendantes et vous dites, entre autres, à différents endroits, qu'il faut inclure le principe d'indépendance. Mais encore là, avez-vous des suggestions pour s'assurer que ce bureau-là va quand même avoir besoin d'enquêteurs? Puis souvent, les enquêteurs, c'est tout ça à un moment donné dans leur carrière des policiers. Donc, avez-vous des suggestions sur la façon dont ça pourrait fonctionner pour qu'ils soient vraiment indépendants, mais qu'évidemment, qu'ils puissent embaucher des gens qui sont compétents, avec les compétences pour faire le travail d'enquêteur?
Bien, actuellement, au BEI, au Bureau des enquêtes indépendantes, il y a des enquêteurs qui n'ont jamais travaillé dans un corps de police. Donc, c'est possible d'avoir des enquêteurs civils au sein du Bureau des enquêtes indépendantes. Nous, ce qu'on dit, c'est un objectif, après, l'horizon est à déterminer, mais c'est d'atteindre, peut-être ça peut être 5 ans comme dans d'autres provinces, mais c'est de donner un objectif pour atteindre un bureau entièrement civil d'enquêteurs. Puis, si je peux me permettre, vraiment aussi à court terme, donc nous notre rapport de 2020 contient 46 recommandations qu'on soumet à votre attention pour une base de réflexion pour cette réforme du BEI. Mais à très court terme, on pense qu'il serait vraiment souhaitable que le projet de loi 14 intègre une obligation pour le BEI de rendre public lorsqu'une enquête en vertu, donc une enquête sur une intervention policière où une personne est soit décédée ou blessée ou lors d'une détention par un corps de police, mais qu'elle rende public, lorsque le DPCP ne rend pas d'accusation, un rapport détaillé, exhaustif, anonymisé, parce qu'on ne peut pas prétendre être transparent et fournir très sommairement des informations. Et dans le mémoire, on met en note de bas de page des liens vers plusieurs autres organismes similaires au BEI, où vraiment les rapports sont très détaillés. Merci. Il reste 20 secondes. Merci. Ça va. Monsieur le député de Laurier-Dorion, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et très intéressant, votre mémoire. Et d'emblée, là, et je vais vous poser tout de suite les deux questions. D'emblée, vous partez d'une prémisse qui est un pavé dans la marée. Là, et il n'y a pas de fondement juridique pour les interpellations policières, que ce soit sur la rue, des piétons ou des conducteurs de véhicules automobiles. Est-ce à dire que, par exemple, l'article 636 du Code de la sécurité routière n'a pas de validité juridique selon vous? Et deuxième question, j'ai été intéressé par vos remarques concernant le régime de signalement. Et en quoi un régime de signalement, s'il est adopté, va nuire à la fin du profilage des forces policières au Québec? Pour répondre à la première partie de votre question, nous, ce qu'on dit, c'est que les interpellations policières au sens de street check, donc vraiment interpeller une personne piétonne là, dans l'espace public, n'ont pas de fondement juridique. Les interceptions routières sont faites en vertu de l'article 636 du Code de sécurité routière et donc elles sont prévues par la loi. On demande également qu'elles soient interdites, un peu comme le fait le juge Hiergeau dans la décision Luamba l'automne dernier. Le gouvernement a porté en appel cette décision et on attend la suite comme tout le monde, mais on déplore que le gouvernement ait fait appel de ça. Donc, ce sont deux choses différentes. On n'est pas en train de dire que les interceptions routières ne sont pas fondées juridiquement. Au contraire, il y a un article très précis de loi qui devrait être abrogé selon nous, alors que les interpellations policières, elles, n'ont pas de fondement juridique. Elles se situent à l'extérieur des pouvoirs policiers qui sont établis par la loi et la common law, par les décisions des tribunaux. Puis je vais laisser ma collègue répondre à la question sur les signalements. Oui, donc en ce qui concerne le régime de signalement, notre compréhension, c'est que ce régime-là serait créé dans la foulée du retrait du droit de porter plainte à plusieurs catégories de personnes. Et on parle là ici des plaignantières. Donc, les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans un événement qui mène à une plainte. Et donc, le commissaire reconnaît que les plaignantières ne portent pas loin de là des plaintes frivoles. Au contraire, leurs plaintes sont très fondées et souvent, ce sont elles qui mènent le plus à des citations devant le tribunal, le comité de déontologie policière qui va devenir tribunal dont le nom va changer. Et donc, c'est une tentative du commissaire de répondre à des pressions. Il le dit clairement, à des pressions, à un mécontentement du milieu policier, du fait qu'une personne qui n'est pas directement impliquée dans une intervention puisse porter plainte. Nous, ce qu'on dit, c'est que la responsabilité d'assurer la surveillance des pratiques policières, elle est collective. Donc, elle appartient à l'ensemble de la collectivité, à l'ensemble de la société. C'est pour ça que toute personne doit pouvoir porter plainte auprès du commissaire. Et donc, ce régime de signalement, il vient amoindrir le contrôle citoyen sur les interventions policières, mais sur le commissaire lui-même. Parce qu'ensuite, tout organisme chargé de surveiller la police, on ne peut pas lui donner un pouvoir discrétionnaire et une carte blanche. Il faut aussi que les citoyens aient des recours pour valider les décisions, faire des demandes de révision. Et si je peux me permettre de donner un exemple assez rapide, le temps file. Le temps file, je dois passer à Madame la députée de Vaudreuil, s'il vous plaît.
Merci, M. le Président. Merci. Merci de votre présence. Malgré le court laps de temps, là, vous avez quand même produit un mémoire assez complet. On voit que vous êtes habitué de traiter du sujet. Je reviens sur le BEI. J'ai lu les recommandations. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le problème du BEI, c'est que ça se trouve à être les mêmes procureurs qui traitent des dossiers quand il y a une enquête du BEI ou quand c'est des dossiers des policiers qui sont visés par des enquêtes du BEI. C'est ça que je comprends de la problématique que vous soulevez? Là, je pense que là, vous faites référence à notre rapport ou Oui, à notre dans votre mémoire, rapport, dans oui. notre rapport de 2020. Oui, dans le rapport. Puis, dans le fond, ce que vous voudriez, c'est que ça soit totalement indépendant, que ça ne soit pas les mêmes procureurs. Ça pourrait être une façon que ça soit totalement indépendant, puis que ça pourrait peut-être même relever, mettons, de l'Assemblée nationale, comme le vérificateur général ou encore comme le protecteur du citoyen. En fait, c'est qu'il y a deux dimensions. Il y a le BEI en lui-même qui mène des enquêtes qu'il faut absolument réformer. Mais ensuite, ce qu'on expose dans notre rapport, c'est que lorsque le BEI a conclu une enquête et remet son rapport au DPCP, on souligne des préoccupations entre la proximité institutionnelle entre le milieu policier, donc le BEI et le DPCP. Mais là, donc, on est vraiment dans un autre registre de réflexion auquel l'Assemblée nationale devrait se pencher. Mais à court terme, là, ce qu'on soumet, c'est vraiment la réforme du BEI en lui-même en tant qu'organisme chargé de mener des enquêtes, à la fois des enquêtes lorsqu'il y a un décès ou une blessure grave et également des enquêtes pour des allégations d'infraction à caractère, des allégations criminelles. Puis peut-être, je ne sais pas si... Oui, je me dis, est-ce que c'est difficile de penser qu'un civil qui est non enquêteur possède l'expérience, l'expertise pour enquêter sur des policiers? Si c'est détaché du MSP, est-ce que ça serait plus indépendant? Bien, en ce moment, il y a des civils au sein du BEI. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Assemblée nationale n'a pas confiance dans les enquêteurs civils actuels? Il y a un nombre de civils. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut atteindre un corps complètement indépendant. Donc, il n'y a pas ce lien de proximité avec le milieu policier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je suspends les travaux quelques instants. Merci beaucoup. À bientôt.